SummerSlam nuit 1 est enfin derrière nous et qu'est-ce que j'en pense de cette nuit 1? Eh bien ma foi, elle m'a assez surprise. Vous le savez, je n'attendais absolument rien du show en général, je n'étais pas du tout hypée par le show au vu de la construction qu'on a eue ces derniers mois et cette nuit 1 fut simple et efficace. J'ai passé une excellente soirée devant la nuit 1, certains matchs m'ont assez impressionné, d'autres ont deliver comme je l'espérais. Franchement, j'ai bien aimé. Posons-nous et passons en revue tout ça, en commençant par le premier match de la soirée qui était annoncé. Alors vous le savez déjà, ce premier match, franchement, je n'attendais absolument rien du tout. C'était pas la construction la plus folle que je voulais. Leur match à Night of Champions ne m'a pas du tout plu. Je me suis limite endormie et ce match, qu'est-ce qu'il était bon. Les deux femmes nous ont vraiment offert quelque chose d'assez exceptionnel. On a bien sûr eu une intervention du Judgment Day, de Raquel et de Roxanne. J'espérais qu'elles allaient avoir un rôle majeur dans le match. Pourquoi pas coûter la victoire à Liv Morgan et qu'elle perde le titre? Eh ben non, que nenni. Liv Morgan a gagné de manière très clean face à Io Sky avec son Oblivion. Et 1, 2, 3, Liv Morgan toujours championne, première défense de titre et première défense réussie après 100 jours de règne. Mais ça, on ne va pas en parler. Pour parler du match, franchement, il était excellent, mais j'ai pas aimé le résultat. Voilà, j'espérais que Liv perde, j'espérais que le Cursed soit toujours d'actualité. J'espérais par exemple que Roxanne coûte la victoire à Liv, peut-être dû un peu à une frustration du fait qu'elle n'ait pas de titre et que les deux autres, Raquel et Liv, aient un titre. Eh bien non, que nenni. Est-ce que ça annonce quelque chose pour Money in the Bank? Est-ce que Roxanne Perez sera peut-être la prochaine Miss Money in the Bank et va cash in sur Liv? À voir. Mais ce match en fait nous a montré que Liv devrait défendre son titre plus souvent si elle nous offre la même performance tout le temps que ce qu'elle nous a offert hier soir face à Io Sky. Eh bien je suis preneuse. Franchement je trouve que c'est du gâchis ce qu'est en train de faire la WWE avec Liv Morgan. J'espérais aussi une intervention de Stephanie Wacker, ça aurait justifié aussi d'une certaine manière la victoire de Liv pour continuer la rivalité. Eh bien non, ce ne fut pas le cas. Victoire de Liv de manière très clean. Et pourquoi pas, ça m'a surprise. Premier pronostic de faux, c'est pas grave, c'est une surprise. À ce moment-là, je me dis putain, le Queen of the Ring, j'ai pas envie de dire qu'il a servi à rien parce que la personne n'est pas forcément obligée de gagner son match. Déjà avoir eu à la finale du Queen of the Ring le même match qu'on a eu hier à SummerSlam, je trouve que c'était un peu du gâchis quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Victoire de Liv, hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite et j'espère qu'elle va faire quelque chose par la suite. Deuxième match de la soirée, le tag team masculin, LA Knight, Royce Keys et Solo Sikoa face à la Bloodline. Et qu'est-ce qu'il était divertissant ce match. Je m'attendais à ce qu'il soit divertissant, mais je me suis super bien amusée devant ce match et merci Solo Sikoa. Solo Sikoa est juste hilarant et le fait qu'il soit face en fait ça rajoute encore plus à ce côté hilarant. Il était déjà en étant heel d'une certaine manière, de manière très subtile, mais là le run it back qu'il a fait et qu'il hit devant son frère, c'est juste hilarant. Le match a deliver, victoire des Faces comme je l'avais prédit. Le match a duré 11 minutes et j'ai oublié de préciser aussi que le match d'avant avait duré, je dirais, entre 13 et 14 minutes, ce qui était, ma foi, plus long qu'à WrestleMania, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, un bon 10 minutes de match et c'est tout ce qu'il fallait faire pour un match pareil. Je dirais pas que c'était le plus haut niveau de la carte, c'était pas le match qu'on attendait le plus, mais c'est quand même avec des grosses stars qui se trouvent dessus et le pin s'est fait sur Jey Uso de la part de LA Knight. LA Knight, il est toujours aussi over. Triple H a dit dans la conférence de presse après SummerSlam nuit 1, il a dit qu'il a entendu des gens se plaindre comme quoi c'est toujours les mêmes personnes qui avaient toujours les mêmes spots, qui tournent toujours autour du titre, que ce soit les Roman, les Cody, etc. Et il a justifié ça en disant si t'es pas plus over que Roman ou que Cody ou que Liv ou que Io, bah c'est logique que tu ne te trouves pas au haut de la carte. Mais LA Knight alors, il en est où? LA Knight, il a toujours été aussi over avec les fans, même 3 ans après, et tu lui donnes toujours pas ce spot-là. Donc Triple H, tu t'es limite enfoncé tout seul dans ton propre argument. LA Knight a fait là pour le coup un pin sur un ancien champion du monde. Oui, je vous rappelle que Jey Uso est un ancien champion du monde. Avant LA Knight, c'est arrivé, oui. Mais voilà, victoire des Fates, c'était ce qu'il fallait faire. La Bloodline, hâte de voir quel rôle ils vont jouer ce soir dans le match de Roman Reigns. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Tribal Chief ne sera vraiment pas content. Troisième match de la soirée, Gunther, Nick Aldis, et c'était un match que j'attendais avec impatience. Nick Aldis sur la scène indépendante, à la TNA, à la NWA, franchement, il était très très bon. Je me rappelle que le premier match de Nick Aldis que j'avais regardé à l'époque en live, c'était son match face à Cody Rhodes pour le titre champion NWA, et j'avais franchement kiffé, et je m'étais dit putain, hâte de voir ce qu'il va faire à la WWE. Et là, son tout premier match in-ring à la WWE se déroule à SummerSlam 2020
2026 face au ring général et bien sûr, il a perdu. Mais ce dernier nous a prouvé qu'il avait encore les capacités d'être un bon catcheur, qu'il avait les capacités d'affronter les athlètes au plus haut niveau au sein de la WWE et dans le deuxième plus grand show de l'année. Et franchement, Nick Aldis, je lui tire mon chapeau car c'était incroyable ce qu'il nous a proposé sur le ring, devant sa famille, devant Mickie James, sa femme et son fils. Mais bien sûr, Gunther a gagné via soumission. Nick Aldis a tapé et j'espère sincèrement que c'était le dernier match de Nick Aldis. Car pour moi, faire ton premier match à la WWE et en même temps que ce soit ton dernier match de toute ta carrière et de plus à SummerSlam 2026, pour moi, c'est l'une des meilleures manières que de terminer sa carrière. Et juste après le match, il a repris son rôle de GM de SmackDown. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a gagné le respect des catcheurs au niveau kayfabe. Il a gagné le respect de Gunther, car il s'est quand même assez bien débattu. Et Nick Aldis, en general manager, j'aime beaucoup. Mais s'il devenait catcheur, ça ne me choquerait pas. Mais bon, actuellement, le roster, il est déjà quand même assez bien rempli. C'est bien qu'Aldis reprenne ce rôle de manager-là, qu'il ait quand même un rôle important au sein de notre écran. Un excellent match, comme je l'attendais, aucune surprise. On a eu une dizaine de minutes de match. C'était parfait. Les matchs étaient bien plus longs qu'à WrestleMania déjà. Il y avait, je dirais pas autant de pubs. Disons qu'on est dans une ère à la WWE où t'auras 10 minutes de match, 15 minutes de match. Et après, t'as 3 minutes de pub, 5 minutes de pub. Malheureusement, c'est devenu comme ça en 2026. Personnellement, je me suis un peu habituée. Quand on fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur ces nouveaux standards au sein de la WWE avec les matchs. Mais voilà, une dizaine de minutes de match. C'était parfait et les deux étaient over en tout cas au sein de la foule. Et la foule, quelquefois, elle était assez endormie, quelquefois réveillée. C'était très spécial cette foule du Minnesota. Passons maintenant au Six Woman Tag. Le match, c'était le plus faible de la soirée, voilà. J'ai pas envie de dire que c'était le pire match que j'ai vu de ma vie. Non, c'était pas le pire match que j'ai vu de ma vie, croyez-moi. Mais la blessure de Brie Bella n'a pas aidé. La pauvre, elle a dû continuer le match. Elle a dû continuer le segment d'après comme ça en se tenant son épaule et c'est sa toute première blessure de toute sa carrière en fait à Brie Bella, la pauvre. J'ai l'impression qu'il y a une malédiction au sein des Bella. Dès qu'elles vont se rapprocher un peu des titres par équipe, et bien non, il y en aura l'une d'elles qui va se blesser. Enfin bref, j'ai trouvé qu'elle a fait un beau parcours Brie. Elle s'est bien entraînée aux côtés de Daniel Bryan. C'est assez dommage. Victoire de Fatal Influence, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Les championnes par équipe, la nouvelle génération et bien sûr, on l'a vu à des kilomètres venir, la trahison des Bella Twins sur Paige. En même temps, vu que c'est elle qui s'est pris le pin à Saturday Night's Main Event face à Fatal Influence et qu'encore une fois, c'est elle-même qui s'est pris le pin ici lors de SummerSlam, c'était sûr que ça allait arriver, voilà. Les Bella Twins, autant de heel turn et de face turn que le Big Show à l'ancienne. Mais je préfère avoir des Bella Twins heel. Elles nous cook. J'aimais bien les Bella Twins un peu peste à l'époque, en 2015, quand Nikki était championne des divas. Je kiffais vraiment bien. Et pourquoi pas un retour d'AJ Lee qui vient aider Paige et ça nous fera comme à WrestleMania 31, AJ Lee et Paige face aux Bella Twins. Pourquoi pas? Moi, je suis preneuse, je suis quelqu'un qui aimait bien cette époque. J'étais jeune à l'époque et je kiffais bien les quatre, donc question de nostalgie, pourquoi pas, mais à voir ce que ça va donner et j'espère que ce n'est pas très grave. La blessure de Brie Bella, j'espère qu'elle s'en remettra. En tout cas, elle a été admise à l'hôpital juste après le show et ma foi, j'espère qu'elle va bien se rétablir. Bon rétablissement à Brie Bella, hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown et hâte de voir comment Paige va réagir à tout ça. 5e match de la soirée et pas des moindres, c'était le match pour le titre de la WWE, CM Punk face à Cody Rhodes. Franchement, c'était l'un des matchs qui me hypait le moins de cette carte. La construction de ce match était bancale, c'était vraiment à base de « Ah, je t'aime, mais je te déteste en même temps parce que t'as mon titre. Ah, tu me fais des coups de pute. Ah, mais non, je te fais pas des coups de pute. » Oh, c'était... En fait, c'était tellement gênant, là, je suis désolée de le dire, mais la rivalité elle était gênante. Je suis en train de me dire, wow, t'as des Oba, Brock Lesnar à côté, t'as une rivalité aussi deep avec Seth Rollins et Roman Reigns à côté, et puis ta rivalité pour ton titre WWE, c'est ça, j'étais au bout de ma life. Franchement, le dernier SmackDown, je l'ai regardé, j'étais là en mode putain, c'est donc ça la rivalité, mais ça pue la merde. Et heureusement que le match a deliver, bon, même si pour moi il a mis du temps à démarrer et qu'on aurait pu retirer quelques minutes au match, car franchement, le match il a duré 30 minutes, c'était pas utile, c'était pas nécessaire en fait. Cody a une vibe un peu heel dans le match, à tout moment tu te dis, ok, est-ce qu'il va turn heel à la fin, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'on aura un Dark Cody Rhodes? Eh bien non, comme je l'ai dit dans
dans ma vidéo prédiction, la WWE n'a pas les couilles pour nous mettre Cody Rhodes heel. Randy Orton est intervenu à la fin pour coûter le match à Cody. Randy Orton est de retour. Pourquoi est-ce qu'il est revenu là? Personne le sait. Sachant qu'il avait dit lui-même qu'il n'était pas blessé après WrestleMania, mais qu'il était en vacances. Même si peut-être qu'il avait un minimal de dos, mais il a confirmé qu'il était en vacances et qu'il profitait du temps avec ses gosses. Mais c'est pas logique. Le mec, il voulait pourchasser le titre, il voulait pourchasser son 15e titre à la base. Et là, non, il va attaquer Cody comme ça, alors que Cody n'est pas champion. Il aurait pu limite venir l'attaquer après que Cody ait remporté le match. Bon, on aurait eu Cody champion, ça aurait été chiant, mais ça aurait été logique. Mais bon, on va avoir une rivalité side quest, comme je l'espérais en tout cas, entre Cody et Randy Orton, même si je trouve ça bizarre que ce soit pas pour le titre, mais c'est juste mon avis, mais il y a assez à raconter entre les deux, et j'espère qu'ils vont pas nous refaire la même erreur qu'à WrestleMania, ne rajouter de personne dans ce match. Les deux suffisent. J'ai l'impression que Cody sera peut-être heel au niveau des fans, car les fans, d'une certaine manière, en ont marre de Cody, et les fans adorent Orton. Ils vont certainement siffler pour Orton et huer Cody, ce qui est dommage. Fallait faire un move pour Cody. Je sais bien que l'histoire elle est pas terminée entre Randy et Cody, mais je sais pas, c'était le moment parfait pour le rendre heel Cody à ce moment-là. Parce que là, ça va traîner, et le heel turn il aura plus vraiment d'impact, enfin ce sera sans saveur, j'ai envie de te dire. Là, il y avait un tournant à effectuer avec Cody Rhodes qui n'ont pas pris, c'est dommage. Hâte de voir la rivalité quand même entre Randy et Cody, et hâte de voir qui sera le prochain opposant de Punk qu'on découvrira ce soir. En tout cas, Punk qui conserve. Merci, voilà, c'était tout ce qu'on demandait. Cody loin des titres, et hâte de voir SmackDown ce qu'il lancera. Passons maintenant au main event, le Hell in a Cell entre Obafemi face à Brock Lesnar. Ce match méritait le main event d'un point de vue rivalité, d'un point de vue vente, d'un point de vue affiche et d'un point de vue de match aussi. C'était un Hell in a Cell. Et au vu de ce qu'ils nous ont fait durant le match, c'était logique que ce soit le dernier match. Le Hell in a Cell commence, on savait tous que le match n'allait pas durer très longtemps, la surprise allait être ça. Combien de temps va durer ce match? Est-ce que le match sera violent? Le match fut violent d'une certaine manière, de manière très courte et intense. J'ai adoré les références à l'Undertaker durant le match de la part de Brock Lesnar, que ce soit au niveau du signe de la mort, de la langue, des comebacks qui refait un peu à la Taker. Ça m'a rappelé son match face à Taker du coup lors de SummerSlam 2015. Le Tombstone Piledriver effectué sur un ring exposé. Brock Lesnar il a vraiment retiré tout le matelas du ring, voilà, il a explosé le bois. Oba s'est relevé, Oba du coup a fait son Fall from Grace, mais a botché la fin parce qu'il ne l'a pas fait sur le ring exposé, il a fait ça sur le ring normal. J'avais trop le seum car ça aurait été parfait et magnifique que Oba termine de cette manière-là. Et ben non, il ne l'a pas fait. 1, 2, 3, victoire de Obafemi, Brock Lesnar perd. Mais à la fin, Brock Lesnar vient et prend le micro et nous dit que Obafemi c'est le futur et que lui représente le passé et qu'il faudrait l'applaudir en fait tout simplement. J'ai adoré ce moment, je trouve que ça a rajouté un plus gros impact dans le match en fait, l'après-match. On aurait pu oublier ce qui s'est passé durant le Fall from Grace quoi, c'est pas grave, même si je vous avoue que j'ai un peu le seum vis-à-vis de ça. Et j'ai adoré, les deux se sont montrés un respect mutuel, on savait déjà que Lesnar était quand même fan de Obafemi et qu'il voulait vraiment le pousser le plus loin possible et qu'il adorait travailler avec lui. Même si le match a duré 10 minutes, voilà, d'autres diront que la cage n'a pas été assez utilisé. Je trouve que c'est dommage aussi, mais on savait à quoi s'attendre. Hein. Franchement, je pense que c'était pas vraiment une surprise entre les deux. C'est vrai que les NSL étaient juste là pour vendre, hein. Voilà, c'est un effet marketing, mais c'est pas grave. Pour moi, ça m'a pas déçu au niveau du temps. Je vous avoue que j'avais envie d'aller dormir à ce moment-là. J'étais fatiguée, mais voilà, ce fut court et intense, comme on dirait. Bref, c'était votre SummerSlam nuit 1. Personnellement, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé une excellente soirée. Je mettrais un bon 7,5 sur 10, 8 sur 10. Les matchs pour moi étaient vraiment bons. Ce fut court, oui, mais malheureusement au standard de la WWE aujourd'hui, c'est logique, voilà, ce qui est dommage. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les avis étaient assez mitigés concernant cette nuit 1. D'autres ont kiffé et d'autres ont vraiment pas aimé du tout. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires de ma réaction à chaud sur TikTok et sur Instagram. Personnellement, je fais partie de la team qui a bien kiffé le show. Bien sûr, la WWE, quand on est le moins hypé, c'est là où ils nous proposent toujours d'excellents shows. Ça a toujours été comme ça, les gars, depuis que je suis fan de la WWE.
c'est toujours comme ça en fait. Et je le savais, je vous l'avais dit durant ma vidéo preview que ça allait être comme ça. J'ai hâte de la nuit 2, même si je sens qu'elle sera moins bonne que la nuit 1 au vu des matchs qu'on nous propose. Mais bon, hâte de voir quand même ce qu'ils vont nous proposer. Bref, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à toutes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à interagir aussi dans les commentaires toujours avec respect. Et nous, on se dit à demain pour la review de la nuit 2 de SummerSlam. Et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous la team!